Quand tu décides de créer une vidéo, tu dois avoir une certaine légitimité pour la faire. Tu vas pas faire une vidéo sur la sèche si tu n'as jamais été sec. J'ai jamais fait de vidéo sur les pecs parce que c'est mon point faible. Bon, ça commence à venir tout doucement. Par contre, la force, c'est mon petit péché mignon. Salut à tous les musclés, bienvenue dans une vidéo sur la force et le système nerveux. Là, on va tout annihiler, on va tout péter, on va tout apprendre d'un coup. Enfin, moi j'ai déjà appris, mais vous allez apprendre. Donc, dans la description, il y a un petit sommaire là, parce que la vidéo risque d'être un peu longue, et vous allez pouvoir choper ce que vous voulez comme info, ou alors un truc que vous savez, vous le sautez. Donc voilà. On est parti, ça va être long, c'est pas en 3 minutes qu'on explique comment devenir plus fort. On n'est pas sur Body Time, pour le rappel. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que le système nerveux? Le système nerveux, c'est un système, puisque c'est système nerveux, qui permet, le passage rapide d'informations dans l'organisme, afin de faire fonctionner ce dit organisme, de recevoir des informations, telles que toucher, oui, tout le bazar, et d'interagir avec l'environnement, donc, faire des mouvements, donc casser un truc là, pam, je casse un truc, ça c'est le système nerveux qui décide. Alors le système nerveux est divisé en deux grandes parties, qui sont le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Alors le système nerveux central, il est composé du cerveau, avec le cortex moteur, là c'est lui qui nous intéresse. Le cervelet, à ne pas confondre avec le cervelas, la moelle épinière et les nerfs optiques. Parce qu'il y en a plein qui l'oublient celui-là, et ça commence à me casser les couilles. J'ai bien compris ça. Alors si votre prof là ne stipule pas, dans votre cours de biologie de merde là, que les nerfs optiques ne font pas partie du système nerveux central, je vous autorise à le mettre en PLS. Tu fais, vieux con, je te jure que si tu ne m'ajoutes pas de suite la paire de nerfs crâniens 2 à la liste des organes faisant partie du système nerveux central, je te jure que tu vas te prendre une dérouillée, espèce de vieux con. Tu vas t'arraper toute ta vie, enculé. Ensuite, il reste évidemment le système nerveux périphérique, qui se redivise à nouveau en deux. Donc on a le système nerveux somatique, donc là c'est volontaire, c'est celui qui contrôle les muscles. Et le système nerveux autonome, donc involontaire, qui lui-même se redivise en 3 parties. On n'en aura jamais fini là. Donc ces 3 parties, il y a le système nerveux sympathique. Donc là c'est la mise en état d'alerte de l'organisme. Donc c'est la préparation à l'activité physique, intellectuelle. Donc c'est vraiment celui qui t'active, tu vois, qui te booste au matin. Tu vois, quand ton réveil ressonne pour la 10e fois au matin et que t'es en retard, là boum, tu te sors d'un coup en forme. Tu mets tout. Ça c'est le système nerveux sympathique qui est chaud bouillant. Il est chaud boulette. Ensuite il y a le système nerveux parasympathique. Donc lui c'est l'ennemi juré du système nerveux sympathique. Lui il pousse justement à revenir à faire remettre l'organisme dans des conditions normales. Donc il fait ralentir le cœur, il augmente la digestion, il augmente l'activité de la digestion. Et lorsque ce système là est chaud boulette, là c'est tout de suite moins marrant puisque on peut tomber dans les vapes ou on peut gerber. C'est le cas par exemple, certains après l'effort gerbent. Ça c'est à cause du système nerveux parasympathique qui s'active de trop et donc il gerbe après l'effort parce que voilà. Et ou alors tu tombes carrément dans les vapes. Ça s'appelle un malaise vagal puisque c'est commandé par le nerf vague. Et voilà, j'ai expliqué de façon assez vague. Alors il reste le système nerveux entérique. Donc lui, c'est le système nerveux qui gère toute la digestion, qui est composé de 200 millions de neurones. D'ailleurs, il y a un super documentaire, là, je mets le lien. Donc 200 millions de neurones, c'est le nombre de neurones qu'il y a dans le cerveau d'un chat ou d'un chien. Alors bon, un chat ou un chien, c'est un peu con, mais vous imaginez quand même. Ça veut dire que si tu dis à ton système digestif assis, il peut comprendre. Couché, il comprend. Alors pour info, quelle est la grande différence entre le système nerveux périphérique et le système nerveux central? C'est tout simplement que le système nerveux périphérique se régénère mieux que le système nerveux central. En fait, plus on est vers le cerveau, plus c'est complexe, donc moins ça sait se régénérer. Et plus on s'éloigne, donc plus on va vers la peau, plus c'est facile. Donc par exemple, Michael Schumacher, qui a eu un traumatisme crânien, à l'heure actuelle, il ne sait même plus ce que c'est qu'une Formule 1. Dans le meilleur des cas, il sera peut-être premier d'une course de chaise roulante un jour. Alors que le système nerveux périphérique, par exemple, je sais pas si vous avez un traumatisme, on vous arrache de la peau, quand on arrache de la peau, les nerfs sensitifs se décollent.
Hein. Ce qui se passe, c'est que une fois qu'on met la peau, hein, donc les gars qui ont été opérés connaissent ça, hein, une fois qu'on met la peau, ben il y a plus de sensation si on appuie, on peut brûler, on peut faire tout ce qu'on veut, il y a plus de sensation, mais ça revient à part après. On récupère quasi 90% des sensations, voire même quasi tout, hein, ça dépend aussi des zones. Et de toute façon, à mon avis, on ne trouvera jamais de technique qui permettra de régénérer un traumatisme au niveau du cerveau, de la moelle épinière, tout simplement parce que c'est ultra complexe à un point inimaginable. J'ai ici un magnifique schéma pour expliquer. Donc là, on voit un muscle qui est alimenté par un motoneurone. Donc ça part au niveau du cortex, hein, au niveau du cortex moteur. Ça passe donc par tous les machins en bas du cerveau, hein, ça on s'en fout. Puis ça passe par la moelle épinière, vous voyez. Et puis ça alimente le muscle. Vous voyez, mais c'est pour une unité motrice, hein, ça n'alimente pas tout le muscle, ça alimente qu'une toute partie de fibre. Hein. Un neurone qui part, et c'est un neurone qui est tout seul en plein milieu de chaque neurone. Il y a tous les autres neurones qui sont à côté. Donc imaginez le bordel du truc. C'est pas comme un câble électrique qui alimente un appareil, tu vois. Un câble électrique, il est tout seul, le câble, il alimente tout. Ah bah là, non. C'est comme si on avait des milliards de petits câbles qui alimentent des milliards de petites parties du corps. Donc comment tu veux rebrancher ça? Tu ne peux pas rebrancher, tu vois. Et d'ailleurs, ils ont fait des expériences au niveau de nerfs optiques de rats qui avaient des traumatismes au niveau des nerfs optiques. Hein. À mon avis, ils ont fait exprès, pauvres rats. Et quand ils ont inhibé la protéine qui empêchait la régénération des nerfs optiques, ça s'est régénéré, mais totalement en partant en couille. Hein, donc ça marche pas. Donc le corps a fait une protéine pour inhiber cette régénération, parce que c'est impossible. Ça se développe quand t'es encore dans la chatte à ta mère, hein, et que fatalement par après on ne sait plus. Et ils avaient essayé aussi de foutre des cellules souches d'une femme. Elles ont pris des cellules souches dans son nez. Ils lui ont foutu dans la moelle épinière pour essayer de faire repousser. Et elle a eu des tissus de nez qui ont commencé à pousser dans son dos. Hein, imaginez un peu le truc. Donc pour moi, le seul moyen, si on veut vraiment faire repousser un truc comme ça, ce serait peut-être de prendre une cellule souche ultra souche. Vraiment le truc, genre dans les premières cellules d'un organisme en développement. Donc il faudra prélever, faire des prélèvements bizarres juste après la reproduction. Imaginez un peu le bazar. Alors, si vous voulez en savoir plus par vous-même, je vous conseille un livre qui s'appelle Bases neurophysiologiques du mouvement. Donc les bases, oui les bases, mais c'est des bases très 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 solides. Je dirais même que c'est niveau unif médecine. Donc voilà, c'est les bases de ces bases. Et c'est un très très bon livre qui m'a permis d'apprendre plein de trucs. C'est vraiment ultra détaillé, ça c'est vraiment pour ceux qui veulent le connaître du tout au tout. Alors pourquoi et comment gagner de la force? Parce que c'est bien, on veut gagner de la force, mais comment il faut faire? Et pourquoi surtout on veut en gagner? Tout simplement parce que en musculation, si vous voulez progresser en termes de masse musculaire, la seule règle qui fonctionnera toujours, la seule chose qui fonctionnera toujours, c'est de gagner de la force. Il n'y a pas, si, il y a des autres moyens aussi de gagner un peu de masse musculaire, mais la force, à long terme, c'est ce qui vous permettra toujours de progresser. C'est ce qui vous permettra de toujours péter, annihiler vos muscles, et toujours faire des traumatismes qui vont permettre d'avoir une surcompensation à ces traumatismes, et de les faire grossir au final. Alors, comment optimiser le gain de force? Comment toujours progresser en force? Comment améliorer les gains de force? Le premier facteur, le facteur le plus important, ça va être la récupération du système nerveux. Alors pour que le système nerveux récupère toujours assez bien, il y a plein de points importants à suivre. Le premier point, l'un des plus importants, c'est le sommeil. Évidemment, le sommeil, il faut toujours dormir assez. Parce que ça, c'est extrêmement important. Alors, la moyenne, c'est 8 heures par nuit, tout le monde le sait, je pense. Certains vont tenir avec 1 à 2 heures en moins sans problème. D'autres auront besoin d'1 à 2 heures en plus. Mais attention, dormir de trop, c'est aussi mauvais que de ne pas dormir assez. Tout simplement pourquoi? Enfin, aussi mauvais peut-être pas, mais c'est moins bon que dormir juste ce qu'il faut. Tout simplement pourquoi? Parce que lorsqu'on dort, on a des phases de sommeil qui s'alternent, et on a la phase de sommeil paradoxale. Plus on dort longtemps, plus elle s'allonge, plus ça dure longtemps. Et cette phase de sommeil paradoxale, c'est principalement où on rêve. On peut rêver éventuellement dans d'autres phases de sommeil, mais les rêves dont on se rappelle, les rêves les plus intensifs, sont dans la phase de sommeil paradoxale. Et cette phase de sommeil paradoxale, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Le cerveau, il est éveillé, voire même plus éveillé que quand tu es toi-même éveillé. Qu'est-ce qui se passe en fait au niveau du cortex moteur quand tu rêves, quand tu fais un mouvement dans un rêve? L'influx envoyé par le cortex moteur est exactement le même que quand tu es
vraiment éveillé, quand tu fais réellement le mouvement. Alors évidemment, ce mouvement est inhibé par la glycine, qui est un neurotransmetteur qui inhibe le passage de l'information au niveau de la moelle épinière. Et donc, bah évidemment, comme ça, tu ne bouges pas quand tu dors. Alors je ne dis pas évidemment qu'il ne faut pas rêver. De toute façon, tu n'as pas le choix. Mais chez certains, mais moi par exemple, hein, mais il y a aussi d'autres personnes qui ont tendance à dormir de trop. Hein, s'ils se laissent aller, et, ils rêvent trop longtemps et ils se fatiguent pour rien, hein, pour rêver. Donc c'est un peu con. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut pour bien récupérer du système nerveux? Bien manger, avoir une bonne diète. Ça, je pense que je ne vous apprends rien ici. Donc, manger beaucoup de vitamines et de minéraux. Donc ça passe par les fruits et les légumes. Hein, et en passant, ça permet d'éviter d'avoir le terrain acide et donc d'encore optimiser la récupération. Et aussi manger assez de lipides, parce que certains ne mangent pas assez de lipides. Ils pensent que ça fait prendre du gras. Non, il faut privilégier donc les bons lipides, hein, les monoinsaturés et les polyinsaturés. Hein, avoir un ratio oméga 3, oméga 6 positif, donc apporter plus d'oméga 3 que d'oméga 6, et à partir de ce moment-là, la récupération se fait nickel, il n'y a pas à s'inquiéter. Alors deuxième chose importante pour continuer à progresser en force, c'est le temps. Alors le temps, vous allez dire qu'est-ce que c'est que ça, le temps. Le temps, il y a deux choses qui comptent dans le temps, c'est le temps de repos entre ces séries, et le temps que durent ces séries. Donc ça doit être quelque chose qui doit être calculé exprès, on va voir ça maintenant. Alors pour ce qui est du temps de repos entre ces séries, l'une des règles de base, l'une des règles principales, c'est que ce temps doit être fixé d'avance. Vous ne pouvez pas prendre de temps de repos au pif. Enfin, si vous pouvez, vous faites ce que vous voulez, moi je m'en fous. Mais en tout cas, si vous voulez des résultats, et surtout voir ces résultats au fur et à mesure du temps, justement, il faut, et en plus ça rime, putain, je suis trop balèze, il faut que ce temps soit fixe, il faut que ce temps soit toujours le même, de manière à ce que vous pouvez dire, j'ai officiellement gagné de la force, j'ai officiellement gagné des répétitions. En plus, si vous prenez toujours un temps de repos au pif, parfois vous allez prendre pas assez de temps parce que vous vous emmerdez un peu et que vous avez envie de pousser, ou alors vous allez prendre trop de temps parce que vous discutez, vous allez lire le journal, ou quoi, j'en sais rien, et donc vous prenez trop de temps et vous refroidissez trop, donc il faut vraiment que ce temps soit fixe et que vous vous dites, là, je fais ma série, et voilà, rien à foutre, tu vois, il y a quelqu'un qui veut te dire bonjour, va te faire foutre enculé, je fais ma série, c'est mon temps. Alors, pour ce qui est des temps de repos, moi, personnellement, sur les exercices les plus lourds, je prends 3 minutes et 3 minutes 30. Donc, alors certains vont me dire, oh, c'est long, on a le temps de refroidir là-dessus. Effectivement, on a le temps de refroidir, surtout vers la fin de la séance où on a de moins en moins de force, et donc, on refroidit petit à petit. Mais, pour cela, rien ne nous empêche de faire des petites séries légères pour d'autres muscles à côté, hein, de toujours maintenir les épaules chaudes, hein, quand on travaille le haut du corps surtout, hein, afin d'éviter de se blesser, et de ne pas refroidir, hein, c'est pas des petites séries légères à côté pour d'autres muscles, qui vont vous pomper de l'énergie pour le muscle que vous travaillez principalement, surtout vers la fin de la séance, là où on a tendance à refroidir quand on prend des temps de repos assez longs. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris ce temps de repos là? Il n'est pas tombé du ciel, je ne l'ai pas chié, j'ai décidé de couper la poire en deux. Quelle poire j'ai coupé en deux? J'ai coupé la poire des powerlifters, hein, qui eux prennent entre 6 et 7 minutes de temps de repos avant de faire leur max, et les powerlifters c'est les personnes les plus fortes. Hein, donc moi j'ai décidé de couper en deux pour trouver, à mon sens, le temps le plus optimal pour avoir de la force et pousser à en crever. Et évidemment, alors pour ce qui est des exercices d'isolation pour les muscles plus petits, là je prends 2 minutes et 2 minutes 30, puisque là évidemment ça sert à rien de prendre trop longtemps non plus, puisqu'on récupère beaucoup plus vite sur des petits muscles ou sur des exercices plus légers. Alors pour ce qui est du temps, on a aussi le temps que dure sa série. Alors moi il faut savoir que je ne compte plus du tout le nombre de répétitions que je fais, je regarde surtout le temps que dure ma série. Alors bon, vous avez peut-être déjà entendu parler du temps sous tension. En gros c'est le temps sous lequel un muscle doit forcer durant une série pour optimiser l'hypertrophie musculaire. Sauf que c'est un concept très peu connu, limité et même incomplet à l'heure actuelle, mais que j'ai amélioré à ma façon et ça me convient parfaitement, ainsi qu'à ceux qui font comme moi. Donc pour expliquer ceci, on va vite aborder les filières énergétiques, on en a 3. Alors on a l'anaérobie alactique, l'anaérobie lactique et l'aérobie. Alors l'aérobie, on s'en fout, c'est la filière des grosses tapettes. Ce qui nous intéresse ici, c'est les deux filières anaérobie. Alors l'anaérobie alactique, c'est un effort sans utilisation de dioxygène et sans production d'acide lactique. C'est la filière où on est le plus fort. Ici, la source d'énergie principale, c'est directement l'ATP, donc l'énergie pure, on va dire vraiment ce qui permet la contraction pure au sens le plus physiologique, suivi de la créatine phosphate, donc qui permet de très vite refaire de l'ATP. C'est la filière de la force pure et dure, c'est là où on a la puissance mécanique maximale. Cette filière a malheureusement une durée de vie très limitée, qui est entre 15 et 20 secondes, grand maximum. Ensuite, on a l'anaérobie lactique qui prend le relais. Alors là, la source d'énergie, c'est principalement le glycogène musculaire qui est dégradé en différents métabolites afin de refaire de l'ATP. C'est
est la filière de la résistance. Hein. C'est ici que la brûlure arrive, c'est ici que tu commences à en craver. C'est une filière qui se joue aussi sur le mental. Hein. Plus vous aurez de mental, plus vous pourrez la pousser loin. Alors évidemment, elle a une durée de vie limitée qui est située entre 2 et 3 minutes, voire même 3 minutes 30 pour les plus entraînés, aussi bien physiquement que mentalement. Alors voilà pour ce qui est des deux filières qui nous intéressent. Là où compter bêtement ces répétitions montre ses limites, c'est que l'utilisation de ces deux filières ne seront pas optimisées. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez faire une série qui va faire 30 secondes. Et là, vous allez taper entre les deux filières. C'est pas optimal du tout. Vous avez peut-être vu dans mes dernières vidéos d'entraînement où je conseillais de travailler à 80% de votre max, puis d'enchaîner directement sur des dégressives ou des séries complexes. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est la façon la plus rapide d'initier les gens à bosser sur des séries en 2 phases, comme je vais vous expliquer maintenant. Alors là, vous voyez où je veux en venir. Pour optimiser les gains de force et les gains de masse musculaire qui en découlent, on va couper ces séries en 2 phases, celles qui correspondent à nos 2 filières énergétiques préférées. Alors il y aura une première phase où vous allez travailler durant 15 à 20 secondes en vous arrangeant pour arriver proche, voire même à l'échec durant ce laps de temps, afin de tirer un maximum de la filière anaérobie à lactique. Et ensuite, vous allez enchaîner directement sur la dégressive ou la série complexe pendant 1 à 3 minutes afin de tirer un maximum de la filière anaérobie lactique. Là où vous avez le plus de chances de vous foirer, c'est sur la première phase. C'est à vous de trouver le poids optimal pour taper dans le temps qu'il faut. Alors si vous pouvez faire après ce laps de temps, après ces 20 secondes, vous continuez, mais ce sera moins efficace que de suivre les bonnes durées. Alors voilà, c'est une habitude à prendre. Au début, vous devrez peut-être regarder le temps en faisant votre série, où vous aurez du mal à trouver le bon poids pour la première phase, mais une fois qu'on s'habitue, on tape toujours dans les bonnes durées, sans regarder. À partir de là, on peut être vraiment concentré à fond sur sa série. Ensuite, que faire pour continuer à maximiser les gains de force? Il faut travailler de façon explosive. Alors c'est quoi un travail explosif en musculation? On a le mouvement concentrique, c'est-à-dire la phase positive, qui est exécutée rapidement, tu tires ou tu pousses en creveille. Et par après, donc, on a le mouvement excentrique, la phase négative, que tu ne dois pas retenir vraiment, en fait. Parce que, étant donné qu'un muscle est beaucoup plus fort sur la phase négative, au bout d'un moment, cette phase n'est plus productive. Oh, ça rime. Alors évidemment, il existe des machines où la phase négative est plus lourde. Ou alors, tu peux avoir un partenaire d'entraînement qui alourdit la phase négative, et à ce moment-là, ça redevient un peu productif. Mais dans l'entraînement classique et sur la plupart des mouvements, on ne peut pas alourdir la phase négative. Donc, on l'oublie en partie, vous allez voir. Parce que pour travailler en explosif, il y a plusieurs conditions à respecter et je vais énumérer et expliquer ces conditions qui permettent de travailler ou non en explosif. Alors la première condition sine qua non, c'est de pratiquer la musculation sérieusement depuis un certain temps. Et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est pour que notre cher système nerveux soit déjà adapté à l'effort et puisse récupérer correctement de cette technique d'entraînement. La deuxième, c'est pour que les fibres de type 2, donc les plus rapides, soient déjà plus nombreuses et plus développées afin qu'elles puissent elles aussi mieux supporter l'explosif. Et la troisième, c'est pour que tout ce qui tourne autour des muscles, donc les tendons, les os aussi, soient eux aussi suffisamment renforcés afin d'encaisser cet entraînement, sinon vous risquez de vous blesser. Donc si vous pratiquez la musculation depuis plusieurs mois avec un entraînement et une diète sérieuse, que vous avez déjà acquis un certain petit capital force, alors vous êtes sur le bon chemin. Mais ce n'est pas fini. Ensuite, il faut sentir le muscle que l'on travaille sur l'exercice en question que l'on veut exécuter en explosif. Je m'explique. Par exemple, si t'as du mal à sentir tes dorsaux sur du tirage à la poitrine à la poulie haute en prise large, tant que tu ne sentiras pas tes dorsaux travailler suffisamment sur l'exercice, tu l'exécuteras lentement. Et au fur et à mesure que tu gagneras en aisance pour sentir le muscle qui brûle à crever, qui se contracte, tu peux accélérer petit à petit jusqu'à arriver à un travail que l'on peut considérer comme explosif. Ensuite, c'est pareil en cas d'asymétrie. Par exemple, si tu as un biceps plus développé que l'autre, à ce moment-là, tu éviteras de faire du curl bar en explosif. Tu le feras de façon bien contrôlée, afin de travailler les muscles de façon égale et ça permettra au fil du temps de rattraper la symétrie. Et enfin, dernière condition, il faut avoir les prédispositions génétiques pour. Alors je ne trouve pas que certaines personnes seront condamnées à toujours travailler lentement, mais effectivement, certaines autres personnes ont des muscles de base avec une bonne proportion de fibres rapides et d'autres non. En général, la personne qui a des muscles de base avec plus de fibres rapides que la moyenne aura aussi un système nerveux qui encaissera mieux et récupérera mieux des entraînements explosifs. Alors comment savoir ça? Il n'y a pas de méthode infaillible, mais si vous avez commencé à vous entraîner avec des charges assez bonnes, que vous avez vite progressé en force sans spécialement optimiser la diète ou l'entraînement à ce moment-là, il y a pas mal de chances que vous soyez doué génétiquement pour l'entraînement explosif. À l'inverse,
Si vous avez commencé la muscu avec des barres à vide et des hochets, et que vous avez du mal à progresser en force, ou vous progressez mais sans casser spécialement des barres, eh ben là malheureusement vous êtes certainement un peu moins prédisposé à ce type d'entraînement. Il vous faudra donc en général plus de temps de pratique et optimiser au mieux l'entraînement et la diète, en appliquant mes conseils évidemment, afin de pouvoir progressivement travailler en explosif sans se déchirer les muscles et sans griller son système nerveux. Alors le travail explosif a un inconvénient majeur, c'est que le risque de blessure est plus élevé. Et bien évidemment, il y a une règle d'or majeure à respecter, c'est de savoir ralentir la négative au tout dernier moment, là où le muscle est très étiré et a accumulé beaucoup d'énergie. Et c'est encore plus important à respecter sur les exercices pour dorsaux ou les biceps, car les biceps c'est un grand classique la déchirure à ce niveau. Et ce sera soit le résultat de l'usure à long terme, ou alors d'un étirement trop brusque et trop important. Alors pour éviter cela, pour éviter l'usure et pour éviter l'étirement trop brusque, trop méchant qui va arracher le biceps, voici 2 schémas qui vous aideront à comprendre. Il faut donc ralentir la négative juste avant que l'étirement ne devienne critique et puis repartir sur la positive en explosif. Alors on pourrait éviter de freiner la négative et à ce moment-là compter purement sur l'énergie élastique du muscle et le réflexe ostéotendineux afin de partir sur une phase positive avec encore plus d'énergie et donc plus de jus pour faire plus de répétitions et être encore plus fort, mais c'est clairement chercher à se faire mal avec un poids léger pourquoi pas, mais avec du lourd laisser complètement tomber, même moi je m'y risquerais pas. Même moi pourtant je suis un fou, j'ai envie de soulever lourd mais non. Et le dernier point à savoir sur le travail explosif, c'est la triche. Comme je viens de le dire, il faut ralentir la négative juste avant que l'étirement du muscle ne devienne dangereusement important. Sauf qu'en faisant ça, on perd un peu d'énergie pour freiner le poids et on perd aussi un peu d'énergie élastique musculaire accumulée. Et comme le muscle est en position de faiblesse à la fin de la négative, on va l'aider à faire repartir le poids à l'aide d'une triche. Donc par exemple, on va donner une impulsion des cuisses sur du rowing ou tirer un coup le buste en arrière lors du curl. Et c'est à ce moment-là que tu vois absolument tous les gros débiles profonds ignorants dans le domaine. C'est ces gars-là qui vont te dire « Attention, tu fais mal le mouvement » ou « Tu vas te faire mal au dos » ou « Ce n'est pas efficace », etc. Alors tous ces gars-là, vous les envoyez chier ou vous les renvoyez sur cette vidéo. Et ça revient au même puisque moi aussi je les envoie chier. Et vous dites que c'est Jean Onge qui vous dit de faire ça. Alors le gros lard, il va aller voir ce que je fais, il va voir que moi je rigole pas, et puis le lendemain, tu le retrouveras en position latérofœtale sous le banc développé en train de faire de l'explosif. Et bien évidemment, il y a tricher et tricher. La triche ne doit pas être une excuse pour complètement arrondir le dos ou avoir une impulsion vraiment exagérée. Ça doit être quelque chose de contrôlé, de géré. Si tu commences à arrondir le dos sur du rowing ou à bouger dans tous les sens sur des élévations par exemple, tu triches mal. La triche sera soit une petite poussée avec les jambes ou un petit à-coup vers l'arrière avec le buste sans arrondir le dos évidemment, mais pas commencer à faire un truc complètement dégueulasse au point de se blesser au bout d'une semaine. Alors, je l'avais dit dans la vidéo sur Body Time, cycler son entraînement, c'est de la merde. Et sans m'avancer plus, parce que moi je suis comme ça. Et je sais qu'ici, beaucoup m'attendent au tournant, puisque maintenant je vais m'exprimer là-dessus et détailler mes opinions. Alors je suis complètement ouvert au débat, parce que je sais très bien que d'autres personnes qui s'y connaissent un peu pourraient ne pas être d'accord avec moi. Donc voilà, il y a des bodybuilders avec de très bons palmarès qui, eux, cyclent leur entraînement. Donc ça se peut qu'on ne soit pas d'accord. Donc je suis tout à fait ouvert. Donc effectivement, je trouve qu'en bodybuilding, et je parle bien de bodybuilding, pas d'autres sports, cycler son entraînement ou changer de programme tous les X temps, c'est une grave erreur. C'est totalement contre-productif. Donc en général, comment ça fonctionne? On voit soit un super programme de force de la mort basé sur du 5-6 répétitions, puis le mec va passer sur un programme super masse hypertrophie de la mort en 12-15 répétitions, puis il va changer carrément tout ce programme pour choquer ses muscles, bref, il va faire de la merde. Alors déjà, pour le bruit de salle qui consiste à devoir changer de programme toutes les 8, 12, 15 semaines, ça dépend de celui qui se la raconte, afin de stresser ses muscles, parce qu'ils ne sont pas habitués aux nouveaux exercices qu'on va faire, c'est une vaste connerie, c'est une vaste couillonnade. Ceux-là, ce sont des bros scientifiques, c'est de la merde. En fait, tu fais absolument tout, sauf stresser plus tes muscles. Parce que lorsqu'on pratique un exercice qu'on n'a jamais fait ou plus fait depuis longtemps, le premier système qui doit se réadapter, j'en parle depuis le début de la vidéo, c'est le système nerveux. Par exemple, si tu n'as plus fait de développé haltère depuis longtemps, lorsque tu reprends l'exercice, tu vas trembler. Le mouvement ne sera plus bien coordonné. Tout ça parce que le circuit nerveux propre à l'exercice s'est déconditionné. Donc, qu'est-ce qui se passe
au niveau du cortex moteur lorsqu'on pratique un exercice souvent. On a donc des ponts synaptiques entre les neurones qui vont se créer au niveau du cortex moteur, qui va gérer le mouvement. Donc dans la zone du cortex moteur qui gère le mouvement, on va avoir des ponts synaptiques, on va avoir des neurones qui vont être affiliés à la tâche. Donc en gros, on va avoir de plus en plus de neurones qui vont se connecter entre eux pour être plus précis et plus performants sur la tâche à exécuter. Et lorsqu'on arrête, les neurones sont affiliés à d'autres tâches comme de nouveaux mouvements par exemple. Et donc en fait, le muscle en lui-même va moins travailler puisque le système nerveux ne sera pas adapté à l'exercice. Et cette réadaptation prend à peu près 1 mois. Donc au final, c'est 1 mois où l'entraînement ne sera pas très productif d'un point de vue musculaire. Ensuite, pour le fait d'alterner les programmes de soi-disant force, masse et endurance, toutes les conneries, ce n'est pas productif puisqu'on va se spécialiser quelques semaines dans la force. Puis après, on fait quelques semaines avec un programme qui a des séries plus longues. Et lorsqu'on passe sur un programme avec des séries plus longues, on perd en partie les acquis réalisés avec le programme de force. Donc au final, on a chaque fois des semaines de réadaptation ou des acquis perdus et ça, vous vous le doutez bien, ça ralentit la progression. Donc moi justement, ma façon de m'entraîner avec le temps sous tension que j'ai conseillé un peu avant dans la vidéo, permet de prendre toujours du lourd, du moyen, du léger. Il n'y a absolument donc pas besoin de cycler à chaque fois, puisqu'on travaille tout le temps les 2 filières utiles en musculation. On ne travaille pas avec un nombre de répétitions donné, qui en fonction de la vitesse d'exécution change totalement la façon de travailler. Et alors, petite note très importante pour la fin, on a encore pas mal de personnes qui conseillent en sèche de faire des séries plus longues, soi-disant pour sécher, tracer le muscle. C'est juste débile. C'est le meilleur moyen de perdre sa force et du muscle au fur et à mesure de la sèche. Alors c'est une idée reçue qui vient en partie des bodybuilders professionnels, qui eux descendent très 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 bas dans le taux de gras et qui risquent fortement de se blesser, parce qu'en plus ils s'entraînent lourd. Donc évidemment, ils s'entraînent avec des séries plus longues sur la fin de leur prépa. Mais dites-vous bien que même en faisant des séries plus longues, ils soulèvent quand même bien plus que nous, et en plus ils ont les aides chimiques à côté. Donc ils ont tout à fait raison de faire 2-3 semaines plus légères avant une grosse compétition, pour ne pas perdre tout ce qu'ils avaient investi pour en se blessant bêtement. Alors bon, tout n'est pas rose dans l'entraînement et il arrive parfois que l'on grille entre guillemets un circuit nerveux. Mais bon, ça arrive quand on se donne à fond et lorsqu'on s'entraîne souvent et fort. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il arrive dans certains cas, sur un exercice ou un groupe musculaire en particulier, de commencer à régresser sans raison spéciale. Ou alors vos performances stagnent depuis longtemps et vous en avez tout doucement marre de faire l'exercice ou d'entraîner le groupe musculaire en particulier. À ce moment-là, il y a de fortes chances que le circuit nerveux lié à cet exercice ou ce groupe musculaire soit en fait trop fatigué et ne récupère plus assez pour maintenir la performance ou continuer de progresser. Alors dans ce cas, il faut arrêter le ou les exercices en question durant quelques semaines et trouver d'autres alternatives. Alors vous pouvez envisager de continuer le ou les exercices problématiques en les travaillant en plus léger, mais ça a l'inconvénient de ralentir la récupération du circuit grillé et de vraiment moins traumatiser le muscle que sur un nouvel exercice, même si le système nerveux n'est pas totalement adapté pour. Et si votre circuit nerveux est grillé sur de gros exercices comme du soulevé de terre, du squat, à ce moment-là, ça peut carrément se répercuter un peu partout sur les performances et la motivation, donc faites vraiment attention à ça. Alors moi, pour la petite histoire, je me suis grillé sur du soulevé de terre, mes perfs chutaient en flèche, de semaine en semaine ça chutait, et je commençais à me démotiver. Pourtant j'étais en vacances, en prise de masse quasi après 1 an de sèche, donc vraiment aucune raison que ça arrive. Mes perfs au soulevé de terre ont chuté, et là j'ai compris le truc. J'ai arrêté le soulevé de terre, et directement 1 semaine après, ma progression globale était repartie, la motivation était revenue. Et quelques mois après, j'ai réintégré le soulevé de terre, et dès la première séance où je l'ai réintégré, j'étais plus fort que lorsque je l'avais arrêté, sans en faire. Donc c'est là qu'on voit que le système nerveux peut prendre vraiment pas mal de retard sur la récupération avant que ça se manifeste, mais quand ça se manifeste, vous le sentez. Si un jour ça vous arrive, vous le sentirez. Alors si, malgré que vous appliquez tout ce que je conseille, vous ne progressez pas en force sur un exercice, ou si vous voulez gagner en force sur un exercice spécifique, alors là, il y a ce que j'appelle la routine ultime pour gagner de la force. Et ça s'appelle le 5x5. Donc comme son nom l'indique, le 5x5 consiste à faire 5 séries de 5 répétitions. Alors il y a des programmes exclusivement basés sur du 5x5, mais ça ce n'est pas adapté au bodybuilding, c'est surtout pour la force athlétique. Mais travailler 1 ou 2 exercices vraiment problématiques en 5x5 avec son programme traditionnel à côté, c'est tout à fait envisageable. Donc déjà, les séries en 5x5 devront être les toutes premières de la séance, c'est là où vous serez le plus productif. Et dans l'exercice réalisé en 5x5, les charges doivent monter progressivement. Et ce n'est que sur la toute dernière série que vous devrez absolument tout donner et sortir les 5 répétitions en poussant à crever. Et il n'y a pas de technique d'intensification, pas de série dégressive complexe, etc. Donc
Donc pour information, 5 répétitions, c'est à peu près 90% de votre maximum pour une répétition. Il y a des formules qui vous permettent de plus ou moins bien calculer votre maximum. Évitez d'essayer de faire une répétition avec charge maximale si vous n'avez pas l'expérience, sinon vous pouvez tout bonnement vous faire mal. Donc vous faites votre petit échauffement, puis vous entamez votre 5x5 en montant la charge progressivement de façon linéaire. Et si, et seulement si, vous passez les 5 répétitions à la toute dernière série, alors vous pouvez ajouter 2,5% du poids à la séance suivante, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre la force voulue. Alors pour ce qui est du temps de repos, à chaque série, il faut ajouter 1 minute 30. Donc entre la première et la deuxième série, il y a 1 minute 30 de repos, et ainsi de suite. Donc entre la quatrième et la cinquième série, il y a 6 minutes de repos. Notez évidemment que le 5x5 est réservé aux exercices polyarticulaires. Tu vas pas faire du 5x5 sur du curl concentré ou sur d'autres exercices d'isolation. C'est complètement débile. Et vous allez voir qu'être plus fort sur les exercices polyarticulaires permet d'être encore plus fort sur les exercices d'isolation. On va voir ça dans un instant. Doucement, là on a 30 minutes de vidéo, ça devient chaud bouillant. Et enfin, dernière chose à savoir sur l'entraînement, c'est l'effet de potentiation. Alors vous allez pour la plupart me dire qu'est-ce que c'est que ça? Et pourtant tout le monde expérimente ça à chaque séance sans spécialement s'en rendre compte. Donc on va détailler ça. Alors déjà, quel est son principe et qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique? Alors l'effet de potentiation permet d'être temporairement plus fort que d'habitude. Enfin moi j'aime pas trop dire ça, disons que la potentiation permet tout simplement d'être au maximum de sa productivité en termes de force. Donc de pouvoir vraiment forcer à plein régime, en plein potentiel. Donc qu'est-ce qui se passe en gros au niveau du système nerveux et au niveau des muscles? Eh ben il faut savoir que le système nerveux permet la contraction des muscles en envoyant un influx nerveux avec une certaine fréquence mesurée en Hertz. Et que plus cette fréquence est haute, plus ça veut dire qu'on force, qu'on pousse à crever. Donc en moyenne, c'est 65 Hz, mais ça peut monter vers 90 Hz, voire plus. Et plus les muscles reçoivent un influx d'une fréquence élevée, plus le potentiel de contraction du muscle augmente. Et donc au final, ça permet d'être temporairement au maximum de son potentiel. Alors l'effet de potentiation à l'entraînement, moi je le vois sous 3 aspects. Le premier, c'est que le fait de monter progressivement la charge jusqu'à arriver à sa charge de travail permet d'être beaucoup plus efficace sur sa charge de travail. Imaginons qu'un mec ait un maximum de 250 kg soulevé de terre et que pour arriver à cette perf, il s'échauffe correctement et monte progressivement la charge. Eh ben si un jour il se retrouve dans la vie de tous les jours à devoir soulever 250 kg sans échauffement, il y a 90% de chances qu'il se foire ou qu'il ait une moins bonne technique. Donc c'est pour ça que je le répète souvent, plus on travaille lourd, plus il faut monter progressivement et ça permet d'être beaucoup plus efficace sur ces séries de travail. Et c'est ce que j'appelle moi la prépotentiation en fait. C'est-à-dire le petit truc qui te met bien dans ta séance, qui fait que tu es chaud patate. Le deuxième aspect de la potentiation à l'entraînement, moi je l'aime bien parce que c'est l'une des bases de l'entraînement efficace et énormément de gars passent à côté avec un programme de merde. Donc vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi on devait commencer par les exercices dits de masse, les exercices polyarticulaires bien lourds, et puis après faire les exercices d'isolation. Alors la réponse générale c'est que c'est parce qu'on est mieux concentré en début de séance, on a plus d'énergie, et c'est totalement vrai. Mais le super truc qui se cache derrière ça, encore une fois c'est l'effet de potentiation. En effet, pratiquer un exercice lourd avant de faire un exercice d'isolation permet d'être plus fort après sur l'exercice d'isolation. Si tu fais du développé nuque en premier exercice épaule, tu seras plus fort aux élévations latérales par après. Si tu fais du développé couché, tu seras plus fort aux écartés par après. Si tu fais du curl bar, tu seras plus fort au curl incliné par après par exemple. Et ça permet vraiment d'avoir l'entraînement le plus efficace possible, le plus productif. Mais le mieux dans tout ça, c'est que l'effet de potentiation ne s'applique pas uniquement aux muscles visés. C'est un effet global. Par exemple, le fait de faire du squat ou du soulevé de terre permet d'être plus fort après sur les exercices pour mollets. On peut aussi faire des shrugs potentiateurs pour avoir plus de force aux épaules ou aux biceps. Si vous avez peur de vous blesser aux épaules ou aux biceps, certains sont fragiles de ce côté-là, donc ils peuvent pas faire du développé nuque, ils peuvent pas faire du curl bar lourd. Donc à ce moment-là, les shrugs potentiateurs peuvent vraiment aider. Voilà pourquoi lorsqu'on s'entraîne après l'échauffement, il faut aller du plus lourd vers le plus léger afin d'être plus productif après sur les exercices plus légers. Et maintenant, voici le troisième aspect de la potentiation à l'entraînement, l'aspect ultime qui est réservé aux personnes expérimentées, et j'insiste là-dessus, c'est vraiment les personnes qui savent vraiment ce qu'elles font. Il est possible d'être encore plus fort sur son premier exercice en faisant pour ça ce qu'on appelle des séries de potentiation, tout simplement, on va pas aller chercher plus loin. En quoi ça consiste ?
Alors il va falloir donc monter progressivement la charge comme d'hab et réaliser des séries très courtes à l'échec voire en négative avec des poids supérieurs à la charge maximale qu'on peut soulever pour une répétition. Donc entre 105 et 120% de son maximum. Donc vous allez me dire que c'est impossible. Effectivement, c'est impossible en pleine amplitude. C'est pour ça qu'on fait des répétitions en partiel. Du partiel haut pour les développer. Et pour les exercices qui visent les dorsaux, on peut en faire, mais les biceps risquent de prendre cher. Donc le meilleur moyen pour appliquer l'effet de potentiation sur les dorsaux, c'est de faire du soulevé terre en partiel haut ou alors des shrugs potentiateurs, encore une fois. Donc en général, on fait 2-3 séries de potentiation avec 3-4 répétitions partielles et puis on se repose quelques minutes avant d'attaquer ces séries de travail. Et là, sur tes séries de travail, tu seras plus fort. Et ça permet de débloquer la progression parfois. Donc voilà pour l'effet de potentiation. J'insiste sur le fait que c'est réservé aux personnes expérimentées parce que de toute façon les débutants en potentient pas beaucoup et je précise que l'effet dure entre un quart d'heure et 20 minutes. Mais évidemment en enchaînant les exercices dans sa séance, l'effet diminue un peu mais reste beaucoup plus longtemps. Ben voilà, je dis beaucoup de fois voilà et on a fait un peu le tour de tout ce qui permettait de gagner en force avec l'entraînement. Les trucs à faire, les trucs à éviter. Donc grosse vidéo qui est sortie avec pas mal de retard. Mais bon, maintenant je pense que vous comprenez. Et moi je préfère faire une vidéo d'une demi-heure plutôt que 10 vidéos de 3 minutes. Je préfère enregistrer 10 fois plutôt que de bafouiller. Moi mon but c'est pas de faire du chiffre, mon but c'est de vous aider à traiter un sujet dans sa globalité et de façon fluide afin vraiment d'aider efficacement. Donc maintenant quelques petits remerciements et big up pour les livres qui m'ont été utiles dans la vidéo. Donc base neurophysiologique du mouvement, une petite bible de la neurophysiologie, cellules, une approche moléculaire qui m'a permis d'apprendre un peu plus sur l'effet de potentiation au niveau physiologique, et aussi la méthode de Lavier 2, bible de la musculation par Frédéric Delavier et Michael Gundil, et j'insiste bien sur ce dernier livre et aussi les autres livres de leur bibliothèque. Allez les acheter, ça vous reviendra beaucoup moins cher que d'acheter des programmes de merde inefficaces à 300 €, et ça répondra absolument à toutes les questions que vous vous posez, et ce sera les outils qui vous permettront de bricoler votre corps, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous y trouverez beaucoup plus de détails que dans tous les meilleurs articles et toutes les meilleures vidéos du web, donc n'hésitez pas à acheter ou à offrir pour Noël leur bouquin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne, je remercie pas assez, donc là je le fais une petite fois, et petite info pour ceux qui ont eu le courage de regarder jusque maintenant, je vais faire une vidéo spéciale de remerciements, mais ce sera pas un truc de grosse tapette, ce sera un truc vraiment bien violent, ça va péter, ce sera un peu comme la vidéo pour présenter la chaîne, mais en puissance 10, je vais monter de niveau. Donc encore merci, et maintenant, place au petit bêtisier. 1, 2, 1, 2, 1, 2, la 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 la. Oh putain, je chante bien. La deuxième, c'est pour que les fibres de Putain, casse les couilles! Certaines autres personnes ont des muscles de base avec une bonne proportion de fibres... T'as donné de merde! Putain, casse les couilles, hein!